La formule de Black-Scholes comprend phi, c'est-à-dire la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite. Pour en arriver là, pour en arriver à la formule de Black-Scholes, il a fallu faire différentes hypothèses. Il a fallu faire l'hypothèse de log-normalité de la distribution du cours de bourse de l'action sous-jacente. Car bien évidemment, si le cours de bourse définit une loi log normale, ça revient à dire que le logarithme népérien du cours de bourse définit une loi normale. Cette log normalité est la conséquence d'une hypothèse selon laquelle le cours de bourse définit un mouvement brownien géométrique. L'objet de ce film va être progressivement de préciser ce qu'il convient d'entendre par mouvement brownien géométrique. Mais avant d'en arriver là, on va commencer par voir d'autres processus de diffusion plus simples. Tout d'abord, le mouvement brownien simple. Ce mouvement brownien simple est dû à la formulation par le botaniste Brown. On va en finance considérer que petit x est le cours de bourse de l'action sous-jacente. De l'action sous-jacente au call dont Black-Scholes fournit la formule de valorisation. Et on va appeler dx une petite variation du cours de bourse pour une petite variation de temps. Le principe du mouvement brownien simple est celui qui consiste à dire que dx est égal à une variable que l'on va appeler dz, qui va être égale à epsilon racine de dt, où epsilon suit une loi normale centrée réduite, c'est-à-dire une loi normale dont l'espérance est égale à 0 et dont la variance est égale à 1. Dans ce cas, E de dx va être bien sûr égal à E de dz, c'est-à-dire à E de epsilon racine de dt. La seule variable aléatoire là-dedans est epsilon. Donc par linéarité de l'espérance mathématique, je peux sortir la racine de dt de l'espérance. Et je me retrouve alors avec racine de dt E de epsilon, mais E de epsilon est égal à 0, ce qui nous fait racine de dt fois 0, ce qui nous fait 0. Donc j'en déduis que E de dx est égal à 0. Je peux de la même façon déterminer v de dx, c'est-à-dire v de dz, c'est-à-dire v de epsilon racine de dt. La seule variable aléatoire ici est toujours epsilon. Racine de dt est une constante multiplicative du point de vue du calcul des probabilités que je peux sortir de la variance, ce qui va me donner racine de dt au carré fois v de epsilon, ce qui nous fait dt fois v de epsilon, mais v de epsilon est égal à 1, donc j'en déduis que v de dx est égal à dt. Et la conclusion de cette première partie, c'est que dx suit une loi normale de paramètres l'espérance 0 et la variance dt. Ça, c'était pour le mouvement brownien simple. Maintenant, on va passer, deuxièmement, au mouvement brownien
avec tendance. Dans ce cas, dx est égal à a dt plus b dz, où dz est égal à epsilon racine de dt, exactement comme au-dessus, avec epsilon, qui suit une loi normale centrée réduite, ce qui revient à dire, comme d'habitude, que E de epsilon égale 0 et que V de epsilon est égal à 1. Comme au-dessus, je vais calculer l'espérance et la variance de dx. E de dx égale E de a dt plus B dz. Or, dz est égal à epsilon racine de dt. Donc, ça me fait E de a dt plus B epsilon racine de dt. Du fait de la linéarité de l'espérance mathématique, je peux dire que nous avons a dt plus E de B epsilon racine de dt. La seule variable aléatoire est epsilon. Du point de vue du calcul des probabilités, a dt est une constante. L'espérance d'une constante est égale à la constante elle-même, donc E de a dt égale a dt. Et encore une fois, par linéarité d'espérance mathématique, je peux sortir le b et le racine de dt d'espérance, ce qui nous fait b racine de dt E de epsilon, mais nous savons que E de epsilon est égal à 0, donc tout ceci est égal à 0, ce qui me permet d'en déduire que E de dx égale a dt. De la même façon, je peux calculer V de dx, c'est-à-dire V de a dt plus B dz. Évidemment, je vais remplacer dz par, comme d'habitude, epsilon racine de dt, ce qui nous fait B epsilon racine de dt. La variance d'une constante est égale à 0, ce qui veut dire que je me retrouve avec V de B epsilon racine de dt. La seule variable aléatoire étant epsilon, je sors le B et la racine de dt de la variance, qui nous fait B de dt V de epsilon, et nous savons que V de epsilon est égal à 1, ce qui me permet d'en déduire que V de dx est égal à B de dt. Si je réunis ces deux résultats, concernant l'espérance et la variance, j'en déduis que dx suit une loi normale dont le premier paramètre, l'espérance, est a dt, et le deuxième paramètre, la variance, est b de dt. Ça, c'était pour le mouvement brownien avec tendance. Je vais maintenant m'intéresser au processus d'Ito. Alors, l'idée est de généraliser le mouvement brownien avec tendance. Le mouvement brownien avec tendance, c'est dx, on l'a écrit au-dessus, c'est-à-dire ici, est égal à a dt plus b dz, où dz est égal à epsilon racine de dt avec epsilon qui suit une loi normale centrée réduite ou de paramètres 0 et 1. Le principe du processus d'Ito est de dire que a et b ne sont plus des constantes, mais des fonctions des deux variables x et t. Voilà. Du point de vue du calcul des probabilités, le seul terme aléatoire reste dz, qui n'est autre que epsilon racine de dt, ce qui veut dire que finalement la seule variable aléatoire ici est encore epsilon. Je peux donc utiliser le résultat du paragraphe précédent et dire que dx va suivre une loi normale dont le premier paramètre est non plus a dt, mais a de x et de t dt, et le deuxième paramètre, au lieu d'être b2 dt,
va devenir B2 de x et de t dt. Voilà pour le processus d'Ito. Et donc, on va en voir un cas particulier maintenant, qui est le mouvement brownien géométrique. Le mouvement brownien géométrique est, comme je l'annonçais, un cas particulier de processus d'Ito. Ce que je veux dire, c'est que je vais repartir de l'équation qui est au-dessus, et je vais dire que désormais, A de x et de t sera égal à mu x. Et B de x et de t sera égal à sigma x. Il va sans dire que dans la formalisation de Black-Scholes, sigma sera la volatilité de l'actif sous-jacent. Il convient de noter que A de x et de t est égal à mu x, il n'y a pas de t, et B de x et de t est égal à sigma x, ce qui veut dire que les fonctions A et B, dans le cas particulier du mouvement brownien géométrique, sont des fonctions à une seule variable, la seule variable étant x. Dans ce cas, je vais écrire que dx est égal à la place de A de x et de t, j'écris mu x, fois dt, à la place de B de x et de t, j'écris sigma x dz. Et bien évidemment, en appliquant le résultat qui a été obtenu ci-dessus, j'en déduis que dx suit une loi normale dont le premier paramètre est A de x et de t. A de x et de t, on a dit que ce serait mu x dt. Et le deuxième paramètre, la variance, B2 de x et de t. B2 de x et de t sera donc égal à sigma 2 x2 que multiplie dt.